Bonjour à tous, c'est vraiment un plaisir de lancer cette discussion, ce webinaire sur l'éco-blanchiment. Vous faites peut-être du greenwashing sans le savoir. Voici les risques et comment les éviter. Donc, bienvenue à tous les participants. En attendant que tout le monde puisse se joindre, permettez-moi de vous présenter quelques petites questions logistiques sur ce webinaire. Donc, on vous invite vraiment à être présents. Nous voulons accepter vos questions. Nous avons aussi des questions pour vous à certains moments. Donc, soyez bien présents. Vous pouvez utiliser l'outil questions et réponses et ainsi que l'outil de clavardage pour nous rejoindre. Il y a Rachel à mes côtés. Si vous avez tout pépin technique, n'hésitez pas à le mentionner dans le clavardage. N'hésitez pas à vous présenter dans le clavardage, qui vous êtes, d'où vous nous rejoignez, quelle entreprise vous représentez. C'est toujours le fun de voir qui est là dans le webinaire. Donc, vos écrans et vos micros sont fermés, entre autres pour s'assurer que cette webconférence génère le moins possible d'émissions de gaz à effet de serre, évidemment. Et cette présentation est enregistrée et elle sera disponible en rediffusion. Donc, je suis Anne-Josée Lacarre, directrice générale et co-initiatrice de Québec Net Positif. J'animerai ce panel, cette discussion pour vous. Donc, Québec Net Positif, nous sommes une organisation à but non lucratif et notre raison d'être est d'accélérer la transition vers une économie sobre en carbone. C'est dans cet esprit-là que nous avons organisé le webinaire d'aujourd'hui. Donc, je voudrais remercier Écotech Québec qui organise la Semaine d'économie verte qui nous permet de se réunir ensemble aujourd'hui. Mais également, j'aimerais remercier Valérie Védrine, l'équipe de Masse Critique, qui, à nos côtés, ont rassemblé le panel d'experts pour avoir cet échange, cette table ronde, à laquelle nous avions à l'origine pensé convier des entrepreneurs et des dirigeants d'entreprises. Ça s'avérait assez difficile de mobiliser des dirigeants pour venir parler du sujet délicat de l'éco-blanchiment. Donc, c'est vraiment un grand plaisir de pouvoir vous en parler en compagnie d'experts du domaine. Donc, sans plus tarder, je vais inviter nos panélistes à se présenter, qui sont, leur titre, leur organisation, mais surtout pourquoi eux, ils ont accepté de venir parler avec nous aujourd'hui d'éco-blanchiment. Donc, je vais laisser la parole tout de suite à Marc-André. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être en si bonne compagnie aujourd'hui. Donc, j'ai fondé Maillon Vert il y a maintenant un petit peu plus de 10 ans. On est une petite boîte de consultation en transition durable. Et puis, en fait, à l'intérieur de nos accompagnements, bien qu'on ne fait pas d'accompagnement spécifique ou uniquement sur la question des communications, à l'intérieur de nos accompagnements stratégiques, on arrive toujours sur la question des communications et je vois une grande différence entre actuellement le niveau d'importance qu'obtient l'éco-blanchiment dans nos discussions versus il y a justement peut-être 10 ans. Et puis donc, c'est un plaisir d'en parler avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Bienvenue, Marc-André. Je vais passer la parole à Valérie. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Anne-Josée, pour cette belle invitation. Donc, moi, je suis en fait un pur produit du marketing. Au cours des 25 dernières années, j'étais exécutive senior, vice-présidente marketing, surtout dans le commerce de détail. Et puis, j'ai vécu ce que beaucoup d'entre nous vivent en communication, ce qu'on appelle le blues du marketeur. C'est qu'à un moment donné, on réalise à quel point on est aussi une source du problème. Donc, j'ai créé l'année dernière, en février 2022, un OBNL, donc un organisme à but non lucratif qui s'appelle Masse Critique. L'objectif de Masse Critique, c'est vraiment de provoquer la transformation durable et responsable de l'industrie des communications. Et on fait ça avec différents outils d'éducation, d'accompagnement. Et j'accompagne moi aussi personnellement plusieurs entreprises, dans le fond, à naviguer à travers de ce que j'appelle le marketing durable. Donc, pourquoi mon intérêt? En fait, c'est évident que pour nous, l'éco-blanchiment, c'est la clé. Il faut éviter, il faut s'informer. L'industrie du marketing, de la communication doit se responsabiliser aussi parce qu'on a tellement d'impact sur la vie des gens tous les jours, ne serait-ce qu'avec les milliers et les milliers de messages qu'ils reçoivent. Donc, c'est définitivement un problème important et je vous remercie, dans le fond, de nous donner la chance d'en parler. Merci. Bien, merci beaucoup d'être parmi nous ce matin. Maintenant, je passe la parole à Jonathan.
Bonjour à tout le monde. Jonathan Deschênes, je suis professeur agrégé en marketing, puis en fait, je m'intéresse depuis plusieurs années déjà à la question des pratiques responsables des entreprises, puis aussi à l'idée de la consommation, les consommateurs et les pratiques des consommateurs. Donc, c'est des sujets qui sont de façon générale très importants pour moi, et cette question particulière de l'éco-blanchiment, du greenwashing est une question importante parce que on voit dans les milieux universitaires, on commence de plus en plus à former les étudiants et des programmes qui commencent à se développer, mais il y a encore beaucoup de questions, il y a encore beaucoup d'incompréhension par rapport à ce sujet. C'est un sujet qui est complexe, c'est un sujet qui est sensible même pour bien des entreprises, des entrepreneurs, qui est pas tout à fait bien saisi. Fait qu'il y a quelque chose de très intéressant à explorer, à réfléchir, hein, parce que c'est un peu notre position comme professeur. On aime bien réfléchir aux questions, conceptualiser un peu les choses. Donc, c'est pas juste une question de mauvaise intention, de mauvaise foi. Il y a beaucoup d'incompréhension, donc c'est important pour nous. Donc, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour pouvoir réfléchir ensemble là, sur cette question, puis en espérant que les personnes qui participent partiront d'ici avec une meilleure compréhension de leur sujet. Donc, merci beaucoup de cette invitation. Merci beaucoup, Jonathan. Mais comme vous voyez, on a vraiment un panel où on regroupe des gens qui ont l'expérience sur le terrain, des gens académiques pour nous aider à vraiment démystifier l'éco-blanchiment. Donc, ce qu'on va faire ensemble, pourquoi s'intéresser à l'éco-blanchiment? Je vais prendre juste quelques minutes d'introduction, juste pour expliquer ce qui nous a amené à créer cette table ronde virtuelle de ce matin. Ensuite, le gros de notre échange pendant au moins une demi-heure, un peu plus, vraiment ce dont il s'agit, qu'est-ce que c'est l'éco-blanchiment, comment on fait pour l'éviter, les conseils de nos panélistes aujourd'hui. Réponse à vos questions, mais je vous encourage fortement à envoyer vos questions et réponses au fur et à mesure. Rachel est là, elle va pouvoir nous signaler aussi les questions là, les plus importantes à répondre. On va avoir du temps également à la fin pour y répondre. Si nous avons reçu des réponses intéressantes pour lesquelles on n'a pas pu ou n'a pas eu le temps de fournir les réponses pendant la table ronde, on va trouver le moyen à travers nos plateformes virtuelles d'y répondre également par la suite. Donc, voilà pour le déroulement et pourquoi on s'est intéressé à l'éco-blanchiment. Surtout pourquoi on a voulu Québec Net Positif s'assurer que la thématique d'éco-blanchiment se retrouvait au cœur de la semaine de l'économie verte. Mais c'est un sujet qui est de plus en plus discuté, tout d'abord à l'échelle internationale, mais ça a été intéressant de voir un peu plus tôt cette année qu'une Canadienne a été nommée par les Nations unies à la tête d'un grand comité diversifié qui se penche sur l'urgence climatique. Puis surtout, sur tous les acteurs non étatiques. Donc, les Nations unies, on pense souvent que c'est les pays, mais les pays réalisent qu'ils ne pourront pas atteindre leur cible de réduction de gaz à effet de serre sans mobiliser les acteurs non étatiques. Donc, les entreprises doivent faire leur part, les investisseurs, tous les acteurs non étatiques. Et c'était Anne McKenna qui était là. Puis son grand constat, juste avant la dernière COP, c'était ouf, il faut se ressaisir parce qu'on est en train de ne pas permettre à tous les acteurs et aux consommateurs de pleinement jouer leur rôle des consommateurs, par exemple, quand ils votent avec leur argent pour acheter des produits plus verts. Mais si les informations sont erronées à la base, bien, on n'est pas en train de permettre au système économique mondial de faire sa transition. Ça a été réitéré à de nombreuses reprises pendant la COP cet automne par M. Guterres. L'éco-blanchiment, on doit bannir ça, il faut le repérer, il faut l'éviter pour s'assurer qu'on va vraiment pleinement utiliser toute la puissance du système économique, mais aussi pour que les entreprises entre elles puissent repérer lesquelles sont les plus en avance, puis collaborer pour la transition. Donc, on s'est posé la question chez Québec Net Positif, qu'est-ce qui se passe au Québec? On a fait un grand baromètre de la transition des entreprises. Dans ce baromètre-là, on a demandé aux dirigeantes québécois, on a fait ça avec Léger Marketing auprès de 501 dirigeants, donc c'est vraiment représentatif de l'ensemble de la communauté d'affaires. Est-ce que vous êtes en mesure d'expliquer l'éco-blanchiment en vos propres mots? Et la réponse qu'on a obtenue, 18% des dirigeants nous ont dit oui, moi je suis en mesure d'expliquer l'éco-blanchiment, ce qui nous a laissé un peu surpris, un peu presque pantois en se disant, wow, 82% des dirigeants au Québec, à l'heure actuelle, ne sont pas en mesure d'expliquer l'éco-blanchiment dans leurs propres mots. Donc, ensemble, il est très possible qu'on soit en train de générer de l'éco-blanchiment dans notre écosystème d'affaires sans le réaliser. Donc, pourquoi pas s'assurer que cette thématique-là serait abordée aujourd'hui.
Tout d'abord, on voudrait vous poser des questions à vous aussi, les participants. Donc, est-ce que de votre côté, les déclarations environnementales des produits ou des entreprises influencent vos décisions d'achat en tant que consommateur? Donc, je vous invite à répondre directement au sondage. On voit que les réponses commencent à entrer. Donc, est-ce que les déclarations environnementales des produits influencent vos décisions d'achat? Est-ce qu'elles ont influencé au cours de la dernière semaine, dans le dernier mois, dans la dernière année? Ça n'a jamais été une influence pour vous? Ou vous ne le savez pas? On est autour de 70 des personnes qui ont répondu. Alors, continuez à répondre. On s'est donné un petit peu de temps pour être sûr d'avoir votre feedback. C'est intéressant de voir qu'à date, personne n'a écrit « je ne sais pas ». Donc, vous le savez, les déclarations environnementales vous influencent ou non. Donc, je pense qu'on pourrait mettre fin à ce sondage. Là, au cours de la dernière année, certainement, là, presque la moitié des gens ont été influencés, mais on peut voir là, au cours de même la dernière semaine, le quart, le dernier mois. Puis peut-être c'est des gens qui consomment moins souvent aussi. Donc, on a 96 des participants qui ont été influencés. Donc, les déclarations environnementales des produits, pour la très, très vaste majorité d'entre vous, influencent vos décisions d'achat à titre de consommateur. La deuxième question qu'on voudrait vous poser avant de lancer un peu plus loin la discussion, est-ce que vous croyez avoir déjà été à l'origine d'éco-blanchiment? Est-ce que vous croyez avoir été déjà à l'origine d'éco-blanchiment? Soit au sein de votre entreprise, soit dans votre rôle conseil, parfois dans votre rôle de professionnel, de marketeur, d'avocat, de comptable. On vous a demandé de faire rapport de certaines informations données. Très improbable à 23 %. On va vous laisser encore quelques minutes pour répondre. C'est quand même une question très importante, puis je dirais même fondamentale à la discussion, l'échange qu'on va avoir avec nos experts. Croyez-vous avoir déjà été à l'origine d'éco-blanchiment ou de greenwashing? J'adore cette question-là. Mais en fait, c'est une question qu'on ne se pose pas souvent. Puis, ben merci, c'est une question qu'on a développée tous ensemble, entre autres. Donc, c'est le fun de voir les réponses, hein? Je pense qu'on peut mettre fin là, au sondage. Donc, on est à 14 très probable, 34 probable. Donc, on est dans le 50 %. La moitié des gens pensent que probablement qu'ils ont déjà fait l'éco-blanchiment. 30 est probable, puis 21 des gens sont très improbables, là, sont convaincus qu'eux, ils n'ont pas fait d'éco-blanchiment. Ce qui nous laisse quand même avec 80 des gens qui ont un certain niveau de probabilité ici autour de la table d'avoir déjà fait de l'éco-blanchiment. Donc, c'est très intéressant, ça met la table. Sur ce, on va passer à l'échange. Qu'est-ce que c'est l'éco-blanchiment, puis comment l'éviter? Puis on veut vous laisser le premier mot. Donc, on vous avait demandé en un seul mot, lorsque vous êtes inscrit, pouvez-vous résumer ce qu'est l'éco-blanchiment? Voici ce que vous nous avez dit. En gros, si on prend les mots les plus importants, c'est grandement associé au marketing, mais aussi au mensonge, la manipulation, la fraude. En fait, quand j'ai lu, moi, le nuage de mots qui a été créé à partir des mots que vous avez créés, je me suis même sentie un peu stressée à l'interne, mal. C'est très négatif, très péjoratif, les qualificatifs que vous associez à l'éco-blanchiment, l'avarice, le fake, le danger pour la planète, l'usurpation même. Donc, je pense que ça met encore mieux la table sur quelles sont nos perceptions au moment où on décide de parler à l'éco-blanchiment. Puis quand j'ai vu ces mots-là, j'ai encore mieux compris pourquoi c'était difficile de mobiliser des entrepreneurs pour venir nous parler de ça. Donc, sur ce, on va laisser la parole à Jonathan, qui est un expert, et il va mettre la table, il va nous amener sur une définition de qu'est-ce que c'est l'éco-blanchiment. Puis ensuite, on va continuer, poursuivre avec des discussions, échanges avec tous nos panélistes. Donc, sur ce, je te passe la parole, Jonathan. Merci, tu peux aller avec ton partage d'écran. Ouais, peut-être départager celui-là.
peu. Moi, je vais partager le mien. Puis, je trouve ça intéressant de voir les termes qui ressortent, en fait. Hein. Puis, comment ils sont très négatifs, mais c'est pas de mauvaise chose, à quelque part, parce que ça témoigne de l'importance que ça peut refléter. Puis moi, c'est quand je vois le mot marketing au centre que je trouve ça assez intéressant de voir qu'on associe éco-blanchiment à marketing, hein, de manière plus large. Sinon, donc, je vais juste faire une présentation. Je vais essayer de la faire la plus rapide possible, hein, parce que c'est parfois un enjeu pour nous, les professeurs, de faire ça vite. Mais donc, je vais faire une présentation rapide du concept, puis ensuite élargir un petit peu autour pour montrer sa complexité, en quelque sorte. Donc, vous voyez bien mon écran? C'est bon? Pas encore. Vous le voyez pas? Ah, OK, attendez, je m'excuse. Je pensais que je l'avais partagé, mais j'ai été trop rapide. Alors, là, ça devrait aller. Ouais, je pense que là, c'est bon. Tout à fait. Parfait, merci. Alors, donc, doté d'une définition très simple, parce qu'il y en a beaucoup dans la littérature des définitions, mais une définition assez simple de l'éco-blanchiment, en fait, ce serait de considérer l'éco-blanchiment comme un découplage entre le produit et la marque dans une perspective ou selon la dimension environnementale. Donc, un découplage entre ces deux éléments. Donc, je vais simplement prendre quelques petites minutes pour décrire produit et marque pour qu'on comprenne bien de quoi il est question ici. Puis là aussi, j'ai juste mis produit. On pourra ajouter service dans l'équation, mais je vais simplement parler de produit là, pour simplifier les choses. Donc, lorsqu'on parle de produit, bien, on parle de quoi? C'est la matérialisation d'une idée ou d'un concept. C'est ce qui est concret, ce qui existe, ce qui est produit. Et surtout, c'est la résultante d'un processus qui peut être assez complexe, qui peut être intégré dans une chaîne de valeur avec beaucoup d'étapes. Et si on regarde, là, j'ai pris un exemple, là, on va très, très, très vite sur l'idée, c'est quoi? Ben, produire, ça implique d'extraire ou de s'approvisionner en matière, de transporter les matières, de produire, de transporter peut-être dans un centre de distribution, de transporter à nouveau dans un commerce de détail. Il y aura des déplacements de consommateurs qui vont acheter le produit, ils vont devoir retourner à leur domicile, consommer dans l'immédiat ou utiliser de manière répétée jusqu'à ce que le produit arrive à sa fin de vie. Il va peut-être être disposé, puis là, pour être disposé, il va peut-être falloir que le consommateur se déplace à nouveau pour aller dans un centre de tri, ou encore, il va y avoir des déchets qui vont être générés, puis là, il va y avoir un camion qui va se présenter, qui va déplacer les produits à un centre de tri ou un centre d'enfouissement. Donc, il y a beaucoup d'étapes qui sont potentiellement impliquées dans la production, la création d'un produit. Ces étapes-là impliquent des ressources, impliquent des matières, dans le fond, impliquent de l'énergie qui va devoir être déployée, puis impliquent à différents niveaux la possibilité d'émettre des agents polluants, dans le fond, à travers tout ça, que ce soit pour les déplacements ou encore la production d'énergie. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui sont importants. Puis quand on va parler de produits, bien, la dimension environnementale, c'est ça, c'est tenir compte de tous ces éléments-là qui deviennent des caractéristiques qui font partie prenante du produit lui-même à petite échelle ou plus largement dans dans toute sa chaîne de valeur. Lorsqu'on s'intéresse à la marque maintenant, mais comment on va définir la marque? On va la définir simplement comme le discours et les actions qui mettent en scène la promesse de valeur d'un produit. Donc, comment spécifiquement ce produit en particulier arrive à l'esprit du consommateur pour être en mesure de le valoriser. Puis, évidemment, dans une perspective environnementale, ben, c'est la marque qui va rendre manifeste les caractéristiques positives environnementales d'un produit. C'est pas le produit lui-même qui le fait, c'est la marque qui crée le discours et les actions autour de ça. Donc, on revient à cette idée du découplage. Ben, le découplage se produit quand la marque, dans le fond, développe un discours qui met en scène des qualités qui sont supérieures aux qualités réelles du produit. Donc, c'est là que le découplage se produit, puis c'est là qu'éventuellement, il y a naissance de l'éco-blanchiment ou du greenwashing. On pourrait s'arrêter là, mais on peut continuer l'idée parce que dans le fond, la relation entre le produit et la marque peut être quelque chose de beaucoup plus complexe parce que le produit et la marque souvent s'insèrent dans un réseau, dans un système, dans une constellation. Donc, simplement mettre de l'avant un produit et ses caractéristiques environnementales, ben ça va pas forcément dire que la marque dans son ensemble, elle est responsable et il peut y avoir des problèmes ailleurs qui se situent dans l'ensemble de la constellation. Donc, éviter l'éco-blanchiment, c'est aussi réfléchir à la question du système puis créer cette adéquation entre la marque et le produit dans la perspective environnementale, mais plus largement que simplement le produit lui-même.
Et là, ben, quelques petits éléments supplémentaires que j'ajouterais. L'éco-blanchiment peut se faire de manière intentionnelle. Donc, une marque pourrait délibérément décider de mentir, de créer, de parler de caractéristiques à travers le discours de la marque qui n'existent pas dans le produit ou qui sont enflées ou gonflées. Mais ça peut se faire aussi de manière accidentelle. J'en parlais un petit peu plus tôt. Il y a beaucoup d'ignorance qui existe par rapport à cette question de l'éco-blanchiment. Donc, la dimension accidentelle est aussi possible. Et l'éco-blanchiment peut se faire par déclaration ou il peut se faire par exécution. La déclaration, c'est tout ce qui est concrètement dit, ce que la marque va mettre en mots pour dire ce qu'elle fait de positif, ce qu'elle a comme impact positif dans une perspective environnementale. Alors que la partie exécution, c'est quelque chose de plus subtil, c'est ce qu'elle fait concrètement, la marque, pour faire une démonstration d'action positive environnementale. Et là, je vais donner rapidement des petits exemples. On pourrait avoir une marque qui déciderait, par exemple, de passer du rouge au vert et d'utiliser comme couleur de fond le vert, qui pourrait, sans être de manière concrète, indiquer une caractéristique environnementale, mais qui peut suggérer au consommateur, de manière subtile, de manière quasi inconsciente, que la marque a pris un virage vert. Alors que donc le consommateur peut associer les caractéristiques à cette marque qui sont peut-être au-delà de ses capacités réelles. Ou c'est aussi dans l'utilisation de mots. On pourrait par exemple utiliser des mots comme artisan, artisanal, naturel, qui vont par la suite se transposer dans l'esprit du consommateur comme étant quelque chose de bon, de santé, de qualité, de responsable pour l'environnement. Donc, si on résume un peu tout ça, d'une part, l'éco-blanchiment se produit quand il y a le découplage qui existe entre la marque et le produit, c'est-à-dire que la marque se place au-dessus du produit en matière de déclaration environnementale. Il faut aller au-delà des simples caractéristiques du produit, puis il faut vraiment considérer le système dans lequel le produit et la marque et les autres marques qui sont possédées peut-être par une marque parent existent pour être en mesure de voir, est-ce que la marque, elle est en cohérence ou est-ce qu'il y a des problèmes? L'éco-blanchiment peut se produire de manière accidentelle. Donc ça, c'est une chose qui est très importante à noter. C'est pas toutes les entreprises, et de moins en moins même les entreprises le font de manière accidentelle. Il y a une dimension d'ignorance importante. Et finalement, c'est pas juste ce que la marque dit d'elle-même, mais c'est aussi dans sa manière d'exécuter, dans son choix de code, dans son choix de couleurs et de symboles, qu'il peut potentiellement y avoir émergence d'éco-blanchiment. Et voilà. J'espère que cette définition aide à clarifier un peu les choses. Merci. Merci beaucoup. Je pense que tu voulais dire de moins en moins les marques le font d'une manière volontaire. Donc, il fut un temps où les marques, de manière volontaire, faisaient de l'éco-blanchiment. Est-ce que tu penses que c'est encore le cas aujourd'hui? En fait, oui, je pense que je réalise que j'ai fait une petite erreur. Donc, en fait, je dis l'éco-blanchiment peut se produire de manière accidentelle dans le sens où, de moins en moins, il y a une intentionnalité directe de créer de l'éco-blanchiment. C'est dans ce sens-là. Donc, parce qu'il y a une compréhension qui est peut-être un peu trop limitée de ce qu'est l'éco-blanchiment et les marques vont le faire peut-être sans nécessairement le réaliser qu'elles le font. Fait que oui, je pense que j'étais correct. J'avais peur de m'être trompé, mais je pense que j'étais correct. Ma question, c'est est-ce que tu estimes qu'il y a encore des entreprises aujourd'hui qui font de l'éco-blanchiment d'une façon volontaire? C'est une bonne question. Parfois, il y a certains exemples qu'on voit dans l'exécution, comme des petits exemples que je viens de montrer tout à l'heure. On se demande c'est quoi la volonté, c'est quoi la motivation derrière. Puis évidemment, on n'est pas toujours derrière les portes closes. On ne sait pas exactement toujours quel est le processus décisionnel qui mène aux choses. Donc, c'est un peu difficile. C'est pour ça que je préfère parler que davantage les choses se font de manière non intentionnelle qu'avec intention. Parce que déjà, pour être en mesure de faire la démonstration qu'il y a une intention, le travail peut être assez complexe, puis on veut évidemment pas non plus tomber dans des questions de diffamation, puis toutes ces choses-là. Donc, c'est ça, je serais prudent par rapport à ça. Oui. Ah, tout à fait. Bien, merci beaucoup. C'est vraiment un bon survol. Je rappelle à tous les participants que notre objectif, c'est que vous ressortiez de cette table ronde-là avec la capacité d'expliquer l'éco-blanchiment dans vos propres mots. Jonathan vient nous faire un très bon résumé de ce que c'est l'éco-blanchiment. Si ça soulève des questions pour vous, vous avez de la misère à vous approprier, vous aimeriez avoir des clarifications, posez-nous des questions dans le question-réponse. Nous allons vous aider pour vraiment s'assurer que vous sortiez d'ici là avec une bonne compréhension de ce que c'est. Puis sur ce que tu viens de présenter, Jonathan m'en a bien vu, là, le marketing, puis également dans le nuage de mots, là, combien le marketing est au cœur de toute cette notion-là d'éco-blanchiment. Donc, définitivement, je me tourne vers Valérie Védrine, notre grande experte de marketing autour de la table. Valérie, comment tu réagis par rapport à tout ce qui a été présenté, puis au rôle là, du marketing dans ce grand sujet là, de l'éco-blanchiment qui préoccupe beaucoup, beaucoup les gens?
D'abord, moi, je dirais que il y a une question de responsabilité. C'est un petit peu ce que j'ai dit en me présentant, mais on a définitivement une responsabilité dans la communication et le marketing. Et heureusement, l'industrie et les communicants et les marketeurs se sont réveillés dans la dernière année, 2 dernières années, sur ces problématiques-là. Longtemps, on a attribué finalement l'impact environnemental, la dissociation sociale aux industries, mais on a trop longtemps oublié les industries de services. Et nous, comme communicants, en fait, on abreuve les humains sur la planète de milliers et de milliers de publicités et de messages. On est devenu excessivement raffinés dans notre façon d'aller rejoindre le psyché du consommateur, influencer, certains pourraient dire manipuler, mais vient avec finalement ce raffinement qui est venu au cours des dernières années, une immense responsabilité. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les gens de marketing et de communication, dans leur grande majorité, commencent à comprendre qu'ils ont une responsabilité. Donc, on commence par ça. Le deuxième point que j'aimerais rajouter, c'est que le marketing, ça a été toujours aussi, dans les, disons, 50 dernières années, une sorte de loupe. Une sorte de glorification des quelques points de distinction. Et moi, une des choses quand même que je trouve importante, c'est qu'on est, je crois, dans un monde où les produits sont de moins en moins différenciés. Et quand on commence à être inondé de produits, à être inondé d'offres qui ne répondent pas à des véritables besoins, là, c'est là qu'on essaie d'être créatif à bon ou mauvais escient. Et c'est là, je pense, que commencent à arriver les dérives. Parce qu'entre vous et moi, quand on a un produit qui est très pertinent, qui répond à un besoin, on n'a pas besoin d'aller chercher midi à 14 heures. On l'explique, on le démontre et on arrive à avoir du succès. Alors, moi… Valérie, je veux pas t'interrompre, mais je t'interromps en fait. Comment vous faites entre vous, les gens de marketing, pour repérer les signes qu'il y a de l'éco-blanchiment ou que, comme tu dis, cette marque-là sont peut-être en train de pousser la note un peu? Oui. Donc, en fait, je dirais, moi, j'ai comme fait une liste de 9 signes qui viennent finalement tout à fait en lien avec ce que Jonathan a présenté, juste une façon d'aller peut-être un peu plus en détail. Le premier signe, c'est le vrai mensonge, c'est-à-dire vraiment, il n'y a rien d'écologique dans le produit ou le service qu'on vend, mais on parle d'une démarche de développement durable. En toute honnêteté, je suis un peu d'accord avec Jonathan. Je pense que ça devient de plus en plus rare. Pour une simple et bonne raison, c'est que le consommateur est de plus en plus aiguisé, comprend, et que les médias sociaux font en sorte que le retour du balancier est immense et très dommageable si jamais on rentre dans vraiment le pur mensonge. Je ne veux pas dire que ça n'existe absolument pas, mais je pense que c'est de plus en plus rare. Là où on a des signes, c'est quand les marketeurs deviennent trop enthousiastes. Donc, on va avoir une promesse qui est disproportionnée. Alors, vraiment, on va dire que le produit est complètement écologique alors qu'il y a juste un de ces éléments qui l'est. Une des choses qu'on voit malheureusement souvent actuellement, c'est qu'on va dire « Ah, mon emballage est réutilisable, mon produit est tellement bon pour la planète. » Non, non, si l'emballage est réutilisable, l'emballage est peut-être meilleur qu'eux ou à développer, mais si le produit en tant que tel n'est pas révisé, donc c'est soit la promesse est disproportionnée ou on va donner des informations qui ne sont pas assez suffisantes. Donc, on va dire que ça a tel intérêt pour l'environnement, mais on ne va pas comprendre pourquoi ou on ne va pas être capable d'aller chercher les preuves. Il n'y a pas de preuves sur le site, il n'y a pas de preuves sur l'entreprise. Tu me dis que tu as fait ça, mais je ne sais pas où aller chercher. Donc ça, là, on commence à sentir qu'il y a des signes, le petit drapeau se lève. Après, évidemment, un petit peu comme disait Jonathan, là, c'est l'utilisation de mots qui vont être vagues. Fait que moi, à chaque fois que je commence à voir, on veut rendre le produit plus écologique, plus naturel, moins polluant, moins toxique, moins impactant. Là, tout de suite, encore une fois, un petit flag qui devrait se lever. Ou quand dans les images, on va se mettre à utiliser, évidemment, la nature. Alors, vous savez que, mention quand même, en France, depuis 2008, on interdit de voir des véhicules qui sont en pleine nature, qui sont hors des circuits, en fait, traditionnels où devrait être une voiture. Donc, ça, c'est aussi pour lutter contre une forme d'éco-blanchiment, même si on ne le dit pas, comme disait Jonathan, mais le fait d'être dans la nature, on pourrait croire en tout cas, il y a une sorte d'hésitation. Et après, les derniers points, rapidement, je dirais que des fois, on voit des faux labels, pardon. Donc, des labels qui n'existent pas, des labels un peu faits maison, on ne comprend pas trop, développement durable. Des fois, on va avoir une mise en avant qui est complètement hors sujet. Donc, on va partir d'une petite campagne que l'entreprise a fait, qui n'a rien à voir avec le produit, mais on va valoriser juste ça. Ou enfin,
une fausse exclusivité, puis ça, j'en parle parce qu'il y a un cas qui est sorti la semaine dernière, où là, on va vanter une entreprise comme si elle avait quelque chose d'exclusif avec son produit, mais en fait, tout le monde le fait parce que la loi est là. Exemple, en France, récemment, Burger King a fait une campagne en disant on a rendu nos boissons meilleures parce qu'ils ont utilisé maintenant des contenants réutilisables, mais en fait, c'est la loi en France qui les a tous obligés à le faire. Alors là, c'est clairement, ils essaient de se baser sur quelque chose qui est supposé être exclusif, alors qu'en fait, ils sont obligés de le faire. C'est vraiment complexe, Valérie. Il y a beaucoup d'aspects, puis il y a beaucoup de moments où les antennes là, doivent un peu bouger là, de votre côté pour dire, ben, écoute, il y a quelque chose à regarder ici. Merci pour ce survol-là, c'est vraiment intéressant. Je veux passer la parole vers Marc-André maintenant parce qu'un des éléments qu'on voit dans le marketing, en tout cas sur lesquels s'appuient de nombreuses entreprises, ce sont les certifications. Il y a beaucoup de certifications, comment les entreprises vivent ça, qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Comment ça fonctionne quand toi, Marc-André, tu travailles avec des entreprises, des clients qui souhaitent mieux informer leurs consommateurs? Je suis curieuse de t'entendre là-dessus. Ben oui, ben merci Anne-Josée. C'est certain que je porte un chapeau qui est complémentaire là, à ceux de mes copanélistes, là, dans le sens que nous, on accompagne dans des stratégies plus globales. Et à l'intérieur de ces stratégies-là, ce qu'on voit, c'est que puis nous-mêmes, on le prône, la communication est centrale. Hein, sur deux grands pans. Premièrement, il faut bien communiquer à l'interne si on veut engager ses équipes dans cette transition-là, dans la démarche. Donc, il faut être capable de mobiliser ses troupes derrière une vision, derrière un parcours. Puis, deuxièmement, à l'externe, pour exercer à la fois de manière bien positive un rôle d'influenceur positif, de leader, pour être capable d'engager, mobiliser aussi ses parties prenantes ou bien encore même sa clientèle à l'intérieur des gestes et puis des initiatives qu'on veut mettre de l'avant. Donc, c'est un outil qui est puissant, qui est très important. Et puis, oui, évidemment, c'est un outil aussi qui peut servir à faire rayonner l'entreprise à travers l'ensemble de ses parties prenantes. Donc, c'est vraiment clé dans une démarche de transition. Puis ça, pour moi, c'est un message qui est très important. C'est le fait que la communication aussi dans un message de transition, elle est importante dans sa mise en place. Donc, c'est un outil qu'il faut utiliser. Cela dit, après ça, c'est dans la manière de communiquer où il y a une grande complexité. Puis ce qu'on voit, effectivement, c'est qu'actuellement, quand on veut éviter ou quand on a ce souci-là d'éviter l'éco-blanchiment, on ne sait pas trop sur quoi s'appuyer. Et puis, actuellement aussi, il y a une surabondance d'informations, on le sait, donc ce n'est pas propre là, à l'éco-blanchiment, c'est un enjeu à tout point de vue. Et puis, actuellement, puis là, je sais qu'actuellement, dans nos participants, on a beaucoup de personnes en marketing ou bien d'experts en développement durable qui ont déjà, eux, des cadres, des réflexes, des repères, mais souvent, on a des gestionnaires, on a des personnes qui sont au niveau décisionnel ou bien encore notre clientèle, donc nos cibles n'ont pas ces repères-là aussi aiguisés. Et puis, pour un article, c'est-à-dire pour une étude scientifique qu'on trouve sur un sujet, on va trouver des dizaines, voire des centaines d'articles de blog qui ont remâchouillé parfois cette étude-là, chacun à leur manière et avec leur propre biais. Bref, on ne sait pas par où commencer, puis on ne sait pas sur quoi s'appuyer, sur quelle information s'appuyer. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on voit là actuellement. Les certifications, ça fait partie d'un arsenal de choses sur lesquelles on peut s'appuyer. C'est vrai qu'il y a plusieurs certifications quand elles sont délivrées par une tierce partie qui viennent nous indiquer, en fait, du moins souvent, nous indiquer certains faits. Encore une fois, comme Jonathan l'a expliqué, puis comme Valérie, dans ses 9 signes ou symptômes, nous a énuméré, la certification va venir parfois expliquer un élément. Donc, une certification sur un emballage qui nous dit que l'emballage est FSC,
ça nous dit que l'emballage est FSC. Pour reprendre le même exemple de Valérie, ça ne nous dit pas que le produit, que notre achat sera donc responsable par le fait même. Donc, encore une fois, il y a comme une démarche scientifique sur laquelle il faut s'appuyer. Puis, c'est correct de dire, on est content, maintenant notre emballage a telle empreinte moindre que notre ancien emballage. Ça va. Puis si on l'implique après ça dans une démarche, cela-ci fait partie de telle démarche et nous aimerions nous rendre à tel endroit dans notre démarche. Déjà, il y a comme un cheminement, une vision qui va peut-être plus intéressante et plus intéressante à communiquer, puis plus factuelle également. Merci beaucoup pour ça. J'aime cette idée de notion qu'une entreprise peut quand même célébrer les petits pas. Là. Si elle a réussi à certifier son emballage FSC, c'est important de communiquer à son consommateur puis à ses gens à l'interne. J'aime aussi beaucoup cet aspect-là de ne pas oublier que nous, comme employés, nos collègues, on soit conscients de ce qu'on a accompli. Mais souvent, c'est un petit pas. Ça s'inscrit dans une plus grande démarche. Donc là, on a beaucoup parlé des risques dans la définition, puis c'est presque angoissant tout ce qu'on a parlé depuis tantôt parce qu'on se dit comment les entreprises peuvent faire pour l'éviter, ce fameux éco-blanchiment. Il y a une petite piste de solution ici en parlant de notre parcours puis de la transparence. Je vais repasser la main vers Jonathan. On va passer le prochain 10-15 minutes là, à parler spécifiquement de vos conseils pour aider les entreprises à éviter l'éco-blanchiment. Donc, Jonathan, je te passe la parole là-dessus. De ton côté, de votre perspective académique, quels sont les éléments clés là, à retenir et qu'il faut faire attention là, pour être capable, comme entreprise, de bien livrer là-dessus? Peut-être pour rebondir rapidement là, sur les éléments de Marc-André, parce que je trouve ça très intéressant. La question de la certification est une question complexe puis qui est beaucoup étudiée aussi dans le milieu académique. Puis on voit qu'éventuellement, il y a une complexité dans les certifications, il y en existe des centaines. Il y a des enjeux perceptuels au niveau des consommateurs qui parfois vont pas bien les comprendre. Il y a l'emploi de certification qui éventuellement devient une sursignalisation. Donc quand il y a trop de logos, ça peut porter à confusion. Donc il y a tout ce rapport complexe qui doit être regardé, mais il n'existe pas une réponse simple et claire par rapport à cette question-là. Mais c'est important de se questionner sur ces enjeux-là pour s'assurer de ne pas se retrouver à avoir 17 logos sur le produit. Là. Puis parfois, les entreprises peuvent mieux communiquer de manière personnelle certains enjeux environnementaux que les logos officiels qui ont parfois un marketing plus restreint, plus technique, plus spécifique. Donc, il y a des fois des compromis à faire qui peuvent être assez intéressants. Mais sinon, peut-être pour réfléchir sur les conseils, j'adopterais peut-être une approche un peu plus, je dirais plus macro, plus stratégique, parce que c'est un peu la perspective que j'ai choisi d'adopter dans ce panel, puis je trouve ça fantastique que Valérie soit allée avec des éléments plus concrets là, pour la définition. Mais je dirais à la base, c'est une chose dont j'essaie de parler beaucoup avec mes étudiants qui le comprennent pas toujours parce que, par exemple, un étudiant au baccalauréat est pas à un niveau peut-être de réflexion identique à un étudiant qui est au MBA ou qui est dans des programmes plus avancés. Mais pour moi, un élément central, c'est les dirigeants. C'est la direction de l'entreprise. La direction de l'entreprise doit être alignée. Les dirigeants, c'est ceux qui sont les gardiens de l'esprit de l'entreprise, de sa mission, de sa vision, de ses valeurs et même de la raison d'être, qui est un concept dont on parle de plus en plus, l'importance de la raison d'être. C'est eux qui fixent les objectifs dans l'organisation, les grandes stratégies. C'est eux qui vont donner l'exemple aussi à l'intérieur de cette organisation. Puis, dans le fond, ils vont devenir, en quelque sorte, un élément fort qui va dicter le ton, qui va dicter l'esprit, qui va développer les notions de bien, de mal, d'éthique à l'intérieur de l'organisation. Donc, quelqu'un qui est bien placé comme dirigeant. Puis on parle de plus en plus du concept là, du mindful leader ou du conscious leader. Je ne sais pas si les participants sont au courant de cette chose, mais entre autres, Michael Bunting a écrit un super livre sur cette question du mindful leader. Puis c'est des caractéristiques qui sont tellement importantes à développer chez les gestionnaires, hein, à être présent, à être conscient, être à la maîtrise de ses pensées, de ses émotions, être imputable, donc accepter de prendre responsabilité de ses actions, avoir des valeurs fortes, inspirer les gens dans l'entreprise de ces valeurs, dans le fond, véhiculer ces valeurs, les communiquer, c'est des choses très importantes, permettre aux gens autour d'eux de s'accomplir aussi, être une personne qui est compatissante, qui est bienveillante, qui veut le bien des gens, puis être un acteur réel, direct de changement
au sein de l'organisation, puis vouloir être un acteur de changement dans la société, ben, si ça s'est mis en place, c'est certain que on est en train de développer des valeurs culturelles fortes qui vont nous aider à lutter contre certains réflexes qui pourraient être potentiellement des réflexes négatifs qui vont vers un marketing un peu trop vite. Ah, parce que parfois, le greenwashing, l'éco-blanchiment, ça peut être ça peut être de vouloir aller trop vite pour présenter les choses. Donc, je trouve que c'est des éléments importants de la sagesse, en fait, développer la sagesse. Puis sinon, je parlerais peut-être de 4 attitudes, justement, de manière plus précise, qui, selon moi, sont vraiment importantes à développer au niveau de la direction, puis de s'assurer qu'elles percolent à l'intérieur des différents acteurs, puis en particulier de l'équipe marketing, hein, qui, évidemment, est l'équipe un peu visée par le sujet de ce panel aujourd'hui. La justesse. La première attitude, s'assurer que dans le fond, on mesure les choses, qu'on est au courant précisément de qu'est-ce qui se passe au niveau de nos produits, qu'on fait une analyse de cycle de vie pour comprendre c'est quoi éventuellement les équivalents en émissions de gaz à effet de serre, carbone, etc. Puis même, on peut ajouter la dimension sociale, parce qu'évidemment, ici, on se concentre sur l'éco-blanchiment, mais il y a la dimension sociale, l'impact social aussi qui est important. Donc, cet élément-là est essentiel. Je dois savoir de quoi je parle, je dois avoir mesuré les choses. Sinon, comment je pourrais en parler si je ne sais pas exactement? Si je l'ai pas mesuré, je peux pas en parler, puis je peux pas l'améliorer. L'honnêteté est importante aussi à 2 niveaux, l'honnêteté envers soi-même. Donc, moi, comme organisation, jusqu'à quel point je connais et je reconnais les limites actuelles de mon produit. Et je joue pas à l'autruche, en fait, je comprends ces limites, c'est très important. Puis après ça, ben, l'honnêteté se tourne vers l'autre. À partir du moment où je sais qui je suis, si je suis honnête, je vais pas aller mentir aux gens. Je vais pas enjoliver les choses inutilement. Je vais raconter les choses comme elles sont. Et cette honnêteté va être valorisée aussi parce que je vais être en mesure de dire aux consommateurs, regardez, je suis pas parfait. Mais je suis en train de faire des efforts. Et c'est là que la dimension de la sincérité, qui est la 3e attitude, est importante pour réellement vouloir changer les choses. Et le consommateur, dans le fond, ce qu'il veut, c'est pas avoir un produit qui est devant lui qui est parfait, mais c'est d'entrer en relation avec une marque qui lui démontre qu'elle est dans un processus de transformation, comme lui-même, parce que nous, les individus, les consommateurs, nous-mêmes, on essaie de s'améliorer. Donc, on peut, en termes de récit, beaucoup plus s'associer à une marque qui lutte, puis qui se transforme, puis qui peut-être éventuellement rencontre des difficultés, mais qui essaie de les dépasser parce qu'elle veut être meilleure. Tu sais, en termes de storytelling, là, les gens qui sont en marketing ici dans la salle, le terme storytelling, vous devez le connaître. Il y a des belles histoires à raconter à ce niveau-là. Cette sincérité-là, dans le fond, va placer l'entreprise dans son authenticité, dans sa pureté, qui va permettre au consommateur d'entrer en relation avec elle justement de façon authentique. Puis la dernière chose, ben, c'est l'humilité qui vient s'ajouter à tout ça. Je reconnais qui je suis. Je n'essaie pas de dire que je suis le meilleur si je ne le suis pas. Et même si je suis le meilleur, ben, je peux peut-être mettre de l'avant mes qualités sans nécessairement dénigrer les autres, puis me mettre à ma place, puis démontrer que je suis dans un processus, puis j'excelle à certains niveaux, mais il y a d'autres éléments sur lesquels j'excelle moins. Donc, avoir ces 4 grandes attitudes, là, la justesse, l'honnêteté, la sincérité et l'humilité, ajouter à des leaders qui sont des leaders forts, qui sont des leaders centrés, qui sont des leaders conscients, ben, tout ça, ça met en place tout le reste, en fait. Tout ça va rendre toute cette transformation possible. Donc, ce seraient mes conseils de façon à agir un peu plus haut niveau, dans le fond. Merci beaucoup, Jonathan. Mais écoute, je t'écoute, puis je me dis, c'est non seulement pour l'éco-blanchiment, là, mais pour le succès de toute la transition vers une économie bas carbone qui va être plus équitable, plus juste. Il me semble que ce que tu mets là, sur la table, c'est vraiment tout ce qui serait requis pour ça. Jonathan, je vais passer la parole à Valérie, mais pendant ce temps-là, quelqu'un nous demande la référence, si c'est possible, dans le chat pour les Mindful Leaders. Tu as parlé de quelqu'un qui est un expert. Si tu veux aller ajouter ça, puis je vois aussi que les gens demandent à Valérie, est-ce que vous avez noté quelque part vos 9 signes de l'éco-blanchiment? On va parler à la fin de références là, aussi sur Masse Critique. Donc, on va garder ça pour la fin. Maintenant, Valérie, je veux qu'on prenne le temps d'avoir tes conseils à toi, là, de ta perspective de marketing, autant pour les marketeurs que pour les entrepreneurs qui n'ont peut-être pas la chance d'avoir quelqu'un de marketing dans leur équipe ou qui travaillent peut-être avec une agence de l'externe. Quels sont tes conseils pour s'assurer d'éviter l'éco-blanchiment? Oui. D'abord, je suis une grande, grande fan de ce que Jonathan vient de dire parce que tout part de l'authenticité. Et peut-être que, juste parenthèse, avant de répondre spécifiquement à ta question, ce que je vois beaucoup et de plus en plus, c'est qu'on est passé de greenwashing à greenhushing. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de compagnies qui ont peur de dire ce qu'elles font parce que, justement, ça a l'air tellement complexe. Mais en même temps,
parce qu'on a toujours été habitués dans nos communications à dire à quel point on était parfait, on avait le meilleur produit, on a la meilleure offre, on est meilleur que lui, on lave plus blanc que l'autre, etc., etc. En réalité, aujourd'hui, à l'époque où on est dans une responsabilisation de la communication. Je pense qu'on est dans une étape de vulnérabilité, d'authenticité. Le client va reconnaître et préférer qu'une entreprise soit en processus 2 et le disent que l'entreprise n'est pas parfaite, mais qu'elle va dans un processus 2. Évidemment, c'est en considérant que le processus est vrai et qu'on va se rendre là où on dit qu'on veut se rendre, mais c'est beaucoup plus intéressant que d'essayer de ne rien dire ou évidemment d'essayer de camoufler la réalité. Donc, moi, ce que je rajouterais, la seule petite chose que je rajouterais dans le fond à ce que Jonathan a dit, c'est que, parler vers environnemental, ce n'est pas une tendance. Il faut arrêter ça. C'est pas une tendance. Les clients cherchent... Non. OK? C'est pas une tendance. C'est une responsabilité, comme je le disais. Et pour moi, le marketing, et ce que j'aime bien penser que le marketing durable, même si c'est un oxymore, là, mais quelque part, c'est que le marketing va un petit peu équilibrer la relation entre l'entreprise qui a des objectifs financiers, le consommateur qui a des besoins réels, et la société de manière générale qui, elle, a des besoins pour survivre, des besoins d'inclusivité, etc. Et donc, il faut se mettre dans ce contexte-là. Et je parlais tout à l'heure du fait qu'on est sur une surabondance de produits très peu distinctifs les uns des autres. Ça commence d'abord et avant tout comme marketeur à se poser la question sur est-ce que mon produit répond à un vrai besoin? Est-ce que vraiment ce produit-là répond à quelque chose qui est différencié sur le produit, sur le marché, qui n'existe pas? À partir du moment où, disons que la réponse est oui, mais là, il faut se préoccuper de l'impact direct et indirect de nos campagnes. L'impact direct, c'est évidemment, on oublie cette portion-là, mais comme communicant, on a un impact en faisant de la production publicitaire. Alors, imaginez, j'ai un produit qui est durable, qui est responsable et je m'en vais avec mon équipe de 12 au Brésil faire un photoshoot pour en parler. Ça ne fonctionne pas. Il faut aussi être responsable dans la façon dont on communique, les outils qu'on utilise, les médias qu'on utilise et aussi de manière indirecte sur la surconsommation que l'on génère. Je vais juste vous donner un chiffre là-dessus. Là, dans notre dernière étude sur l'impact des influences publicitaires, on a noté qu'au Québec, l'industrie de la communication a généré, en termes de surconsommation, donc de surconsommation d'une année sur l'autre, à 6,2 millions de tonnes d'équivalent GES. Donc, c'est-à-dire qu'on a rajouté 16% aux GES émis par les ménages au Québec. Ça représente grosso modo, là, individuellement, 10 allers-retours Montréal-Toronto. On a rajouté dans une année en termes en poussant la surconsommation, parce qu'on sait que la publicité, on est un rouage de ça. Et donc, bref, il y a toute cette portion-là de responsabilité qui est hyper importante, qui est même la base, c'est évident. Après ça, évidemment, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais il y a des messages qui ne sont pas du tout éco-responsables qu'on ne devrait plus faire. L'incitation à la consommation excessive, des fois, je vois des publicités où on dit il faut prolonger notre trajet en voiture le plus longtemps possible pour profiter du confort de ma voiture. Bon, là, on arrête de faire ça. Ça veut dire qu'on pousse à surconsommer le véhicule, donc plus de carburant. Ça, encore une fois, ça revient à de la responsabilité de nos actes. Ou de dénigrer des pratiques éco-responsables, c'est-à-dire de plus ou moins parler, par exemple, de la valeur ou de la pureté de l'eau du robinet pour pousser ou vendre un filtre à eau ou de l'eau en bouteille. Là. Donc ça ne devrait plus exister. Et ça, c'est lié vraiment avec la responsabilité qu'on a comme communicant. Après ça, évidemment, on peut tout de suite, comme je disais tout à l'heure, mes petits flags, ils sont bons. Il faut s'éduquer. Puis nous, la plateforme de Masse Critique, elle est là. Le communicant doit s'éduquer, doit poser des questions s'il reçoit un brief dans une agence, s'il est dans une entreprise. Quand on commence à utiliser des termes « contribue à la protection de l'environnement », qu'est-ce que ça veut dire? Poser les questions, même les questions qui sont inconfortables. Même les questions qui sont inconfortables. On est là pour ça. Respectueux de l'environnement, qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faut plus qu'on soit dupe. Et puis moi, je me permets de me mettre dans cette position-là parce que, comme marketeur, j'en ai fait du greenwashing. Évidemment, sans le vouloir. Mais j'en ai fait par manque, finalement, d'éducation, maintenant que je le vois avec le recul. Donc, je donne de blâme à personne. Mais ce que je dis, c'est éduquez-vous. Il existe maintenant des regroupements au Québec pour mieux comprendre quand on utilise des éléments de la nature, comprendre quand on utilise du verre, comprendre qu'est-ce que ça veut dire et poser des questions.
Merci beaucoup, Valérie. Beaucoup de bons conseils. Je me tourne vers Marc-André sur le terrain pour les entreprises, pour les entrepreneurs, même beaucoup de gens qui sont dans les PME. Quels sont tes conseils pour éviter l'éco-blanchiment? Ben oui, puis je vais complémenter les propos de Jonathan puis de Valérie. Donc, la base, c'est l'authenticité, clairement. Puis Valérie, tu sais, a terminé en parlant de l'éducation. Puis c'est certain que, ben, encore une fois, moi, je suis un peu biaisé, là. Les organisations avec lesquelles on travaille, ont généralement, si on travaille avec elles, c'est parce qu'elles ont des bonnes intentions. Cela dit, ben justement, si on en revient au greenwashing par ignorance ou inintentionnel, c'est là où, pour nous, souvent, le bas blesse, en fait, c'est que la marque est authentique, le discours est authentique, mais il n'est pas nécessairement bien avéré. Donc, je donne l'exemple souvent, tu sais, des emballages à usage unique, par exemple. Tu sais, là, actuellement, on a beaucoup légiféré sur les plastiques à usage unique, ce qui en est venu au niveau social puis populationnel à démoniser un peu le matériel qui est le plastique, davantage que l'usage unique. Et puis par ailleurs, ben, on voit qu'au niveau scientifique, ben, il y a de nombreuses analyses de cycle de vie qui démontrent que les alternatives à ces emballages-là de plastique, lorsqu'elles restent à usage unique, ont souvent une empreinte environnementale qui est plus grande, plus forte en fait que ce qu'on a tenté de bannir. Et donc, il y a vraiment une question, pour moi, là, il y a quand même une question d'analyse scientifique qui est très importante à aller chercher, puis de le combiner, oui, avec un jugement critique, là, puis donc, pour moi, il y a quand même, cet aspect-là est important. Donc, puis, fait, je dirais, il y a ce conseil-là, sincèrement, puis moi, un conseil que je donne souvent, c'est simplement, tu sais, un bon test, c'est posez-vous la question de est-ce que vous seriez à l'aise à faire critiquer votre communication par une journaliste, par exemple? Puis là, si la réponse est non, ben, peut-être le retravailler encore, votre communication. Bien, merci beaucoup. Merci pour ces conseils. Tous les trois, c'était vraiment intéressant. Le temps passe vraiment vite en votre compagnie. Je vais rappeler aux gens s'ils veulent envoyer des questions. Je vois qu'on a reçu une question sur les crédits carbone. On a déjà répondu à la question sur les certifications. Donc, au niveau des crédits carbone, mais c'est certain, pour juste rapidement répondre à cette question-là, il faut être prudent quand les entreprises annoncent qu'elles vont être carboneutres, par exemple, particulièrement lorsque c'est réalisé à travers l'achat de crédits carbone. Ce qui est le plus important, c'est la réduction à la source. Et je pense que nos panélistes ont bien démontré là, combien c'est important de pouvoir expliquer sa démarche, pouvoir expliquer ce qu'on réduit à la source. On a des entreprises québécoises qui sont engagées à être carboneutres, donc les émissions résiduelles, elles achètent des crédits carbone. Ceux-ci doivent être certifiés, donc vraiment démontrer qu'ils contribuent réellement à une réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais essentiellement là, de simplement continuer à opérer comme on faisait avant, acheter des crédits carbone pour compenser définitivement là, que ça frise d'une façon générale ce qui est de l'éco-blanchiment de Marc. Là. Je vois Jonathan qui opine et Marc-André qui sourit. Donc, on est un peu dans cette direction-là. Donc, il nous reste encore quelques minutes ensemble. Si vous voulez envoyer d'autres questions dans le chat, on a une question sur le rôle des équipes légales. Donc, on va peut-être y revenir. Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre à ça, le rôle des équipes légales. Peut-être, Valérie, est-ce que vous faites valider les campagnes par des avocats? Ou avez-vous de la pression des avocats? Alors, en fait, la difficulté du greenwashing, la plus grosse difficulté, c'est qu'il n'y a pas d'encadrement légal vraiment au Canada. C'est un point sur lequel le CQDE, le Centre québécois du droit en environnement, s'est penché. D'ailleurs, a mis sur son site, je pense, excuse-moi, donc voilà, exactement. Donc, c'est une problématique. Nous, ce qu'on offre en fait avec Masscritique, c'est la possibilité de réviser vos communications si vous le souhaitez. Et ça nous permet de le mettre face à un regroupement finalement d'experts et d'avoir leur opinion. Donc, on vous donne notre opinion. Je pense que ça peut être un bon outil, facile à utiliser. Vous nous contactez et on peut en fait valider un petit peu, vous donner, nous, notre perspective sur vos communications.
Au niveau du légal, c'est ça qui est compliqué. Je dirais que s'il y a des règles en Europe, en France, en l'occurrence, les règles sont très restrictives et des fois, moi, j'ai tendance à me référer à ces règles-là parce que je préfère être finalement dans le plus restrictif. Mais évidemment, hein, on est des marketeurs, on n'aime pas ça. Donc, ça amène à beaucoup de conversations et tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas d'encadrement légal au Canada, ben, on sera dans ce flou artistique-là un petit peu. Bien, merci pour cette réponse. Puis j'aimerais ajouter qu'il y a de plus en plus de pression de la part des regroupements de consommateurs, de la part des avocats eux-mêmes, entre autres avec le Centre québécois du droit de l'environnement, pour qu'il y ait de plus en plus de réglementation. Mais non seulement la réglementation sur une perspective de conformité, mais éventuellement peut-être même un étiquetage vert pour vraiment aider les consommateurs à choisir le produit qui émet le moins de gaz à effet de serre sur la base d'informations factuelles. Donc, il y a beaucoup d'intérêt autour de ces éléments-là pour aider les consommateurs à voter avec leur dollar. Donc, ici, on vous a mis la référence, le CQDA. Donc, merci pour la question sur l'aspect légal. Ça nous a permis de le faire. Je voudrais souligner que sur le site de Marques Critiques, il y a également de très intéressants podcasts, entre autres, un avec Fabien Durif et il y en a un autre aussi ici avec M. Joseph Ekoury. Donc, beaucoup d'informations sur le site de Marques Critiques. Pendant qu'on attend de voir s'il y a d'autres questions, on va mettre dans le chat pour vous un formulaire pour l'appréciation de l'événement que vous pourrez compléter dans les prochaines minutes. Je voudrais souligner qu'on peut retrouver Jonathan au HEC. Donc, Jonathan, peut-être une petite minute, 30 secondes, ton petit mot de la fin. S'il y a une chose que tu aimerais que les gens retiennent de l'événement aujourd'hui. Oui, je viens de placer une citation qui est tirée d'un des premiers livres en marketing responsable. Je l'ai placé dans le chat. Dans une perspective environnementale, le meilleur produit est un produit qui n'existe pas. C'est très sévère comme citation, mais je pense que c'est pour connecter avec Valérie tout à l'heure, l'importance de la pertinence, de se questionner qui on est, puis de l'honnêteté, de l'humilité, de qui je suis, je contribue à quoi, je sers à quoi, je réponds à quel besoin. Puis si au final, je suis un peu trivial, puis c'est juste un petit truc que j'apporte, ben je passe même pas le critère de base. Parce que ne pas exister serait meilleur pour l'environnement. Donc, à quelque part, ça démontre qu'il faut que, comme marque, comme entreprise, on s'assure qu'on a une pertinence, qu'on soit utile, parce qu'on a un impact, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. On a un impact environnemental, donc il faut s'assurer qu'on œuvre dans la bonne direction, qu'on ait une utilité, qu'on ait une valeur réelle pour les consommateurs lorsqu'on fait des produits. Puis je pense que tout ça va aider beaucoup. Puis oui, allez vous informer sur le programme de maîtrise en développement durable d'HEC. C'est un très beau programme. Oui, merci Jonathan. Puis, tu sais, Jonathan, vous voyez, passionné par le sujet, et d'autres professeurs avec lui, puis on a des écoles extraordinaires ici au Québec pour ceux qui veulent aller vraiment plus loin. Merci beaucoup de ta présence avec nous aujourd'hui. Je veux absolument souligner qu'on a remarqué dans le baromètre de la transition que s'il y a un élément clé qui est commun à toutes les entreprises qui se placent sur des trajectoires de transition plausibles, c'est le fait qu'elles comptent sur de l'expertise, soit à l'interne, soit à l'externe. Donc, on a la chance au Québec d'avoir le Fonds Éco-Leader. Vos conseillers du Fonds Éco-Leader, il y en a un dans chacune des régions du Québec, ont accès à un répertoire de plus de 500 experts. Tout récemment, il y a 3 semaines à peine, ils ont annoncé de nouvelles enveloppes. Donc, ils peuvent financer jusqu'à 75 % de toutes les études, les diagnostics, les plans d'action, même l'accompagnement, et incluant les technologies propres. Marc-André, avec Maillon Vert, fait d'ailleurs partie de ce grand répertoire de 500 experts. Donc, là-dessus, Marc-André, je te laisse ton petit mot de la fin pour 30 secondes. On arrive proche de midi. Oui, merci. Puis ben, en fait, je vais répondre à une question aussi que j'ai vue de Maëlle également du même coup. Puis je vais la répondre par une autre question, là, mais qui était un petit peu de rhétorique. Là. Mais c'est dans ce long parcours là, qu'est la transition qu'on veut amorcer là, déjà s'il n'est pas déjà fait, mais qui peut être quand même à long terme. Est-ce qu'on doit attendre d'arriver à la destination pour communiquer ce qu'on fait? Puis je pense que c'est important, cela dit, d'assumer d'où on part et de communiquer où on aimerait se rendre et où on devrait se rendre. Ben moi, en fait, j'y vais dans le sens de, je pense que c'est important de communiquer puis de bien le faire. Puis j'espère que vous êtes plus outillés à bien le faire suite à aujourd'hui.
Merci beaucoup. J'aime beaucoup ce que tu dis. La dernière chose qu'on voudrait, c'est que les gens cessent de communiquer. Tantôt, Valérie parlait du greenwashing. Donc, avec Québec Net Positif, on a justement lancé ce matin notre grande initiative de recherche-action collaborative PME en transition pour découvrir quels sont les moyens les plus pertinents pour aider les PME à se placer sur la trajectoire de transition. Et on va continuer à communiquer sur ce sujet-là qui nous intéresse beaucoup. Merci beaucoup de ta participation, Marc-André, aujourd'hui. De mon côté, vous pourrez me retrouver prochaine occasion en public chez la grande conférence Avenir Énergie de Les Affaires. Et pour le mot de la fin, donc, je veux remercier tous les participants, remercier mes 3 panélistes. C'était une discussion tellement intéressante. Merci à Valérie, grâce à qui on a réussi à mobiliser un panel d'experts pour se parler aujourd'hui. Puis Valérie, sur ça, je te laisse le mot de la fin. Écoutez, moi, j'ai envie de dire, bon, évidemment, Masse Critique, on est une communauté de gens qui, finalement, regroupent. N'hésitez pas à nous contacter, à venir participer. Camille demandait s'il y avait une plateforme qui met en valeur, en lumière le greenwashing. Oui, on le fait sur la plateforme de Masse Critique. Les 9 points de vigilance, je n'ai pas pensé à les mettre en ligne, mais je vais le faire. Camille, je te remercie pour l'idée. On lance dans quelques semaines un calculateur de campagne marketing, de campagne publicitaire qui sera en open source. Donc, pour les gens qui participent à Masse Critique, n'hésitez pas encore une fois à venir nous voir si vous avez des doutes sur votre communication. Et puis, en fait, moi, le message, c'est on est tous ensemble, n'ayons pas peur de faire des erreurs. On va apprendre les uns et les autres de nos bons coups, de nos erreurs, mais au moins, on avance. Merci. Merci à tous. Donc, ceci met fin à notre panel officiellement. Si vous avez des questions que vous auriez voulu nous poser, on peut rester encore quelques petites minutes, mais officiellement, bonne semaine de l'économie verte et au plaisir. Merci, bonne semaine. Merci tout le monde, bonne semaine.